Salut Nicolas. Hello. Du coup, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio LEDR. Alors déjà, je démarre en m'excusant auprès de tous les auditeurs de ce podcast qui attendent un nouvel épisode depuis des mois, si ce n'est des années. Malheureusement, j'ai dû mettre un peu le projet en pause pour prioriser d'autres choses. Mais c'est un grand plaisir de relancer le podcast avec Nicolas qui vient pour la deuxième fois, puisque la dernière fois que tu es venu sur le podcast, c'était pour parler de comment tu avais construit l'école du recrutement, la Ah partie oui, étudiante j'ai oublié qu'on ça. avait fait Ouais. ensemble. Voilà, mais aujourd'hui, on revient pour parler ensemble de ça. Ça, pour les gens qui ne voient pas la vidéo, c'est le nouveau livre de Nicolas qui s'appelle Le recrutement ne s'improvise pas. Livre qui sort au moment où on enregistre le podcast, demain, le 18 avril 2024, et qui donc, quand ce podcast sera sorti, sera disponible dans tous les bons libraires. Du coup, pour commencer vraiment de manière très directe, et pour les gens qui nous écoutent, je me suis demandé, est-ce que si tu t'imagines que moi je suis un recruteur ou une recruteuse qui écoute le podcast ou qui regarde cette vidéo, qu'est-ce Ouais. que ça va m'apporter d'acheter ce livre concrètement? Ah! Bon, déjà, ça va t'enlever 29 € pour commencer. Après, ce que ça va t'apporter, j'ai voulu dans le livre proposer la méthode que moi j'ai pas eu quand j'ai commencé à recruter. Ce truc de, bah, moi quand j'ai commencé d'abord par le sourcing, c'est le truc qui m'intéressait le plus. J'ai découvert des articles de Laurent Bourrois à l'époque, qui ont fait qu'aujourd'hui je suis à l'école de recrutement, mais aussi des articles comme Glenn Cathy, Boulan Black Belt, en anglais. Donc voilà, moi c'est plutôt le sourcing, et je faisais un peu n'importe quoi en entretien. D'ailleurs, désolé à toutes les personnes à qui j'ai posé des questions du type, si t'avais 10 millions d'euros, tu ferais quoi avec? Genre Euh, moi, genre, typiquement. tu t'es demandé ça? Ouais, tu m'as posé cette question. Ah merde. Et après, bah, j'ai commencé à m'intéresser aux annonces. J'ai commencé à m'intéresser au copywriting, à mieux écrire, etc. Puis l'entretien, et tu vois, et j'ai mis en vrai quasiment 12 ans à arriver à ce niveau. Et je pense que si j'avais eu un livre comme ça, j'aurais pu économiser, bon, pas les 12 ans, mais j'aurais pu économiser bien, 8 ans facile de, ok, c'est quoi les méthodes sur le recrutement? Parce que dans le recrutement, je trouve qu'il y a beaucoup de traditions nocives et pas assez d'héritage scientifique. Il y a ce truc de, bah, les choses sont perdues. Tu sais, il y a ce truc dont on a discuté avec Tania, qu'elle avait trouvé que t'avais un psychologue qui avait été appelé par les gens du marketing, Mm. qui avait découvert le modèle AIDA. Donc, pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas, c'est un modèle très connu dans le marketing qui est partout, et qui avait aussi parlé d'ordre structuré. Et ce qui est marrant, donc c'est il y a plus de 100 ans maintenant, c'est que un siècle plus tard, les gens du marketing utilisent le modèle AIDA, mais les gens du recrutement n'ont pas utilisé l'ordre structuré. Donc, il y a un truc de déperdition de l'héritage que j'ai voulu combler ici. Ouais, et c'est intéressant, tu vois, tu le disais, toi, t'as commencé en improvisant, en faisant un peu comme tu pouvais. Moi, j'ai toujours eu un peu cette croyance fondamentale que, comme le métier, il a pas de formation, si tu deviens un bon recruteur, c'est est-ce que tu as eu la chance d'avoir dans tes tout premiers managers des gens qui avaient déjà, tu vois, des héritages corrects, ou ce truc de t'as bien appris le sourcing parce que ton premier manager c'était un bon sourceur. Et toi, t'as eu justement ces inspirations, Laurent, Glenn que t'as mentionné, qui étaient déjà des très bons praticiens. Et du coup, t'as été bien formé entre guillemets. Sachant que Et j'ai c'est pas eu de manager, moi, tu vois, j'étais à mon compte, ouais. donc j'ai dû me débrouiller tout seul. Et je mets quand même un bémol sur le manque de formation. En vrai, plus je parle avec des gens qui ont fait de la psychologie du travail, et plus je me dis que c'est quand même un bon socle, en vrai. Tu vois, alors pas pour annonce et sourcing, mais pour entretien, il y a quand même un bon Mm. socle là-dedans. Ouais, et c'est juste qu'il est complètement ignoré. Je pense que c'est un truc qu'on a tous les deux découvert, qui est hallucinant, où on se dit, mais en fait, il y a toute cette littérature, tout ce travail académique qui existe. Juste, on sait pas qu'il est là, quoi. Personne n'en parle, et du coup, c'est un mystère pour beaucoup de gens, quoi. Bah, même pour les Euh, chercheurs eux-mêmes, hein, et les chercheuses, le plus fou, c'est que tu as une vingtaine d'études qui servent à se demander pourquoi les recruteurs n'appliquent pas l'entretien structuré. Et tu sens le désespoir des gens dans le titre des études au fur et à mesure. ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'en es venu à écrire le livre? Tu disais, voilà, tu voulais faire un héritage scientifique. Comment on en est arrivé là à l'écriture de ce bouquin? Bon, en vrai, d'abord sous l'idée de Laurent Bourrois, puisque Hmm. c'est Laurent qui, en 2016, me dit il faut qu'on écrive un livre. Moi, à l'époque,
Je suis moyennement convaincu. En plus, je viens d'arriver je viens d'arriver, j'ai que 4 ans d'expérience dans le recrutement et un an et quelques à l'école du recrutement. Et donc voilà, après, je m'exécute. Il est enthousiaste, c'est mon boss. En vrai, il est cool. Vas-y, viens, on essaye. Et puis finalement, on a abandonné parce qu'on n'a pas dédié assez de temps. Et c'est quelques années plus tard où Laurent a relancé le sujet en disant, avec toi notamment, venez à Ouais. trois, on se met à écrire le livre. Parce qu'on se Et dit qu'à 3, on va y arriver. Genre. oui, et on se dit que c'est possible d'écrire petit à petit. Alors qu'en vrai, c'est Hmm. trop galère. Faut mieux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, en fait, venez, j'écris tout seul. Je me bloque un mois en août, quand j'ai rien à faire. Hmm. Et vas-y, je finis. Et c'est comme ça que j'ai réussi à finir le premier jet. Et je pense que j'aurais jamais pu réussir vraiment à faire, tu vois, petit à petit. Ouais, ouais. Et ce qui est ouf aussi, c'est que entre le moment dont tu parles, c'est-à-dire où on se réunit tous les trois, et au final, genre dans ce que je vois aujourd'hui dans le livre, on écrit quand même le gros plan, quoi. Le Oui. gros plan du livre Oui. se fait à ce moment-là. Je crois que pour moi, dans ma tête, c'est genre fin 2019. Ouais. On fait le gros plan du livre, les parties, etc. Et après, en plus, il y a le Covid, tu vois, au milieu, genre qui se passe, c'est quand même un truc un peu fou dans cette histoire-là. Mais il y a effectivement l'échec de ah ouais, en fait, on n'arrive pas à produire, quoi. Et il a fallu dépasser la résistance, qui est un concept dont on a beaucoup parlé ensemble sur vraiment ce tiraillement qu'on a quand on essaye de produire Ouais. une œuvre artistique. C'est difficile d'arriver à sortir quelque chose. Tu disais 2021, été août 2021, t'arrives à dépasser ça. Qu'est-ce qui te fait passer le cap? Pourquoi Wow. toi t'as réussi là où on a échoué au final tous les trois, quoi? Ben, déjà, entre 2019 et 2021, j'ai lancé l'Atelier Galita, qui est ma newsletter Mmh. quotidienne. Et donc, en août 2021, ça fait déjà 1 an et demi que j'écris tous les jours. Et donc, j'ai pris cette discipline d'écrire tous les jours. Et c'est un peu comme le sport, en fait. Enfin, j'imagine, je suis pas de sport, mais j'imagine que c'est comme le sport. Plus tu vas à la salle, et plus c'est facile. Il y a eu ça, il y a eu le fait, il y a eu l'honneur. À un moment, j'ai déclaré à tout le monde, OK, en fait, c'est bon, je vais écrire en un mois. Bah forcément, quand au bout de 2 semaines j'avais rien écrit, je commençais à me dire ouais non, je vais pas perdre la face, je vais y aller. Parce qu'en vrai, je l'ai pas écrit en un mois, je l'ai écrit en 2 semaines en vrai de vrai, parce que c'est le moment où je me suis réveillé. Donc ouais, le plus dur c'est ça, le plus dur c'est de se poser. Et le secret aussi c'est que, mais comme beaucoup de tâches en vrai de manière générale, quand tu fais la tâche de manière répétée et que tu ne t'interromps pas, en vrai tu produis beaucoup plus que si tu faisais un petit peu, un petit peu, un petit peu. Ça marche. Et ben, du coup, rentrons directement dans le vif du sujet. Raconte-nous un peu ce qu'il y a dans le livre. Je disais, on avait fait un peu le grand plan ensemble il y a 5 ans maintenant, presque 5 ans. J'avoue. C'est quoi la structure du livre? Comment il est construit? On l'a pensé avec 9 chapitres. Chaque chapitre, c'est plus ou moins une étape du process de recrutement, une étape de maturation. Donc le premier, c'est un chapitre sur penser. Donc c'est quoi les grands principes? Candidat n'est pas un métier. Le fait que le sourcing, faut pas le mépriser. Il y a beaucoup trop de gens qui méprisent le sourcing. Bref, plein de principes comme ça. Donc ça, pour le coup, c'est pas scientifique, c'est nos principes, notre manifeste, ce qu'on pense sur le recrutement, notre vision. Ensuite, tu as un chapitre qui existait, où là, c'est vraiment un chapitre de remise à niveau, donc que je conseille aux personnes les plus expérimentées de sauter. C'est le chapitre où ça dit, c'est qui les acteurs du recrutement, c'est quoi les Mmh. job boards, c'est quoi les plateformes, voilà, faire un petit peu le paramètre. Et après, on rentre dans le vif du sujet, puisque chapitre suivant, c'est se connaître, faire un brief de poste, connaître sa culture. Celui d'après, c'est le sourcing, chercher. Après, tu as 2 chapitres, captiver et convaincre, qui sont comment tu écris en one-to-one et comment tu écris à un public. Donc d'abord un public, plutôt une annonce. Ouais, One-to-one, plutôt les plutôt annonces. un message d'approche et puis quand tu parles à quelqu'un en live. Et après, ouais, chapitre sur l'entretien. J'ai choisi de concentrer la partie évaluation sur l'entretien parce que ça reste l'évaluation qui est à la fois la plus faite et à la fois la plus mal faite. Même si j'aurais pu Ouais. parler de plein d'autres méthodes d'évaluation. Oui, il y avait plein de choses à explorer, mais Clairement. ouais, il y a eu des choix qui ont été faits dans le livre de pas parler de tout, quoi. Clairement. Et après, tu as les derniers chapitres sur prendre soin des candidats et des candidates, essayer de donner une bonne expérience candidat. D'ailleurs, à ce titre, je trouve qu'on a bien été éclairé par Tania. Toi et moi, on était beaucoup dans l'expérience candidat en tant que parallèle à l'expérience client. Ouais, Là où en elle nous tant que disait, process, en tant ouais, tu vois, que copie de pratiques qui oui. existaient ailleurs. Ouais. Là où elle nous dit, en vrai, il y a quand même des différences. C'est qu'un candidat, il n'achète rien. Il s'attend pas à avoir une expérience de client. Ce qui s'attend plutôt, c'est de la justice. Et donc, et on a renforcé cette notion avec les 12 leviers de justice. Qu'est-ce que les gens perçoivent comme étant injuste? Donc voilà. Et puis après, j'ai fini sur un chapitre plus
entre guillemets dev perso sur ok, le syndrome de l'imposteur, comment en sortir, trouver ta place, comment avoir une communication non violente pour quand même t'affirmer auprès des gens autour de toi. Et puis à la fin, éventuellement, peut-être que t'es pas dans la bonne organisation, donc si c'est le cas, bah juste abandonne, change de boîte. Donc voilà, pour faire le panorama global du livre. Et ce qui est intéressant, tu vois, tu disais sur cette autant, tu vois, un peu les parties sur le process, ça peut sembler logique d'avoir traité un petit peu tout ça. Autant cette dernière partie là gagnée sur le dev perso, moi quand je l'ai lu dans le livre, ce que j'ai trouvé, parce que oui, j'ai eu la chance d'avoir le livre en avant-première parce que je travaillais à l'EDR quand même, enfin, c'est Bien quand même sûr. ça va quoi. Ce que je trouvais intéressant, c'est que dans les formations qu'on donne, dans les recruteurs avec lesquels on échange, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir en nous disant oui, mais moi mon problème c'est pas ma pratique, c'est pas Ouais. de savoir bien recruter, c'est d'aller remporter des batailles en interne sur le changement que je veux mettre en place, sur moi-même être légitime, me sentir légitime pour pousser les sujets. Et c'est vrai que cette notion de légitimité, c'est un truc sur lequel on essaye de travailler dans le recrutement depuis longtemps. C'est quoi pour toi l'enjeu principal des recruteurs pour gagner en légitimité justement dans leur métier? Bah déjà, je pense que avoir une méthode, ça aide, parce qu'en fait, si tu fais ton évaluation au feeling, bah c'est ton feeling contre le feeling de manager. Il n'y a pas de raison qu'ils t'écoutent plus que ça. D'ailleurs, un truc qu'on a découvert, nous, quand on fait des formations aux managers, on a découvert que les managers étaient beaucoup plus ouverts et ouvertes aux méthodes de recrutement de structurer que les recruteurs et les recruteuses. Quand t'as deux publics, un public de recruteurs et un public de managers, c'est toujours les managers qui sont les plus ouverts, même si c'est eux aussi qui disent les plus grosses dingueries illégales au début de la formation. Euh, Oui, mais, oui, euh, c'est sûr. mais C'est quand ceux ils ont une qui paraissent méthode, les plus loin quand on c'est clair. démarre, et en même temps ceux qui, à la fin de la journée de formation, nous disent ah ouais mais c'est incroyable, ah ouais j'ai complètement changé d'avis sur le sujet et ce que tu me racontes, bah, c'était quelque chose que non seulement je pensais pas possible, mais maintenant que tu m'en parles, bah oui ça me semble parfaitement logique de fonctionner comme ça. Et ça ressemble aux méthodes que j'ai moi-même dans mon métier, Ouais. soit de commercial, soit de marketing. Enfin, ils se disent, ah, mais il y a plein de trucs, en fait, qui sont en commun avec les méthodes que je connais déjà. Donc, t'as déjà ça, avoir la crédibilité en ayant une méthode. T'as effectivement la capacité à pouvoir t'affirmer, à communiquer des idées sans t'écraser et sans non plus blesser les autres. Et après, t'as une partie, en vrai, que j'ai pas inclus. J'en ai discuté avec Michael Sayad et Rassam sur leur podcast, Ouais. où il me disait que lui, il aurait aimé avoir une partie, carrément partie 10, qui est déployer le changement. Tu vois, non Mmh. seulement prendre confiance. En vrai, j'ai appelé la partie gagner, mais elle aurait pu s'appeler prendre confiance. Et une autre partie aurait pu s'appeler gagner, avec vraiment, ok, comment je déploie le changement. J'ai Ouais, pas mis alors parce que c'est un ça, peu beaucoup. justement, j'y pensais pour les gens qui sont intéressés par cette notion-là de comment aller gagner politiquement dans sa boîte. Il y a un cours public que tu avais fait Oui, à l'époque de l'école du recrutement sur la notion de pouvoir, comment prendre le pouvoir, comment gagner le pouvoir. Dans le podcast avec Rassam et Michael, tu parles du livre de... alors je vais être terrible dans ma prononciation, mais oui... c'est Sergei Popovitch, quelque chose comme ça. Voilà, Serdia Popovitch, de comment faire tomber un dictateur quand on est petit, tout seul et sans armes. yes. Euh, la conf en elle-même était l'accomplissement de ça. Je la mettrai dans les liens d'ailleurs du podcast, que vous puissiez aller voir cette conf-là, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas adressé dans le livre, mais qu'on a déjà adressé d'ailleurs publiquement et dont entre guillemets le cours est disponible Oui, en ligne. Et c'est vrai que c'est marrant, j'écoutais ça et je me disais ah oui, il faut que je l'envoie à Mickaël parce que je suis sûr que ça va l'intéresser. j'avoue. Et je la re-regardais récemment. Cette conf est là 3 ou 4 ans déjà. Donc c'est un sujet, c'est vrai qu'on a adressé par le passé. Et ok, et donc qui fait que les gens trouveront pas dans le livre du coup d'ailleurs. Ce que Oui, tu disais, ouais. et je précise que comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit, sans armes, c'est pas une blague. C'est vraiment... Parce que moi, au début, quand je voyais dans la librairie, je rigolais. Je croyais que c'était vraiment un truc, en plus, sa couverture, elle est un peu iconographique. Et puis un jour, je l'ouvre et je vois, non, c'est vraiment quelqu'un qui a fait tomber le dictateur Milosevic et qui explique comment il a fait. Et il y a plein de techniques, en fait, qui en vrai sont applicables à nous. Trouver son objectif, faire des petits objectifs gagnables rapidement. Il raconte qu'au début, il a mis plutôt juste demander aux gens de mettre des logos de l'organisation sur les murs, ce qui est une action qui est beaucoup plus facile que faire grève où tu peux te faire arrêter par la police, tu vois. Donc parce que tu mets les logos dans la nuit. Donc il y a ce truc de, je trouve vraiment instructif
sur pareil, il dit si tu veux affronter Zidane, faut pas l'affronter au foot, faut l'affronter aux échecs. Tu vois, il y a ce truc de OK, comment tu trouves ton terrain, etc. Donc ouais, livre passionnant que je vous invite à regarder et qui est en plus en français pour le coup. Oui, oui, qui a une traduction. Ouais. Ok. Dans le livre en lui-même, il y a des encarts moi, je trouve ça intéressant qu'on avait pensé à Oui. l'époque du plan et qui se sont traduits dans le livre, qui s'appellent les idées reçues. Ce qui m'intéresse, c'était de savoir, c'était quoi les digues que tu voulais faire tomber avec le livre. Parce que mettre des idées reçues, c'est un parti pris fort. C'est de dire, OK, tu penses d'une certaine manière, en fait, c'est faux. Et voilà, c'est quoi, entre guillemets, la vérité derrière ce que tu penses aujourd'hui. C'était quoi pour toi les principaux trucs à faire tomber avec le livre? Bah, de manière générale, déjà, faire tomber tes évidences. Ce truc de, OK, viens, on se remet en question. Viens, il est évident que la Terre, elle est plate quand tu la regardes, mais en vrai, non. Donc c'est pareil, typiquement, bah, il y a une que j'aime beaucoup, c'est le fait que la plupart des gens se disent qu'une bonne annonce doit être courte. Or, t'as des études qui montrent le contraire. On s'est partagé la semaine dernière. T'as toute la littérature de copywriting qui prouve le contraire. Enfin, t'as plein d'arguments qui montrent que d'ailleurs, aucun candidat ne se plaint des annonces trop longues. Ils se plaignent des annonces incomplètes. Et donc, on rappelle dans le livre ce truc de comment on fait pour avoir une annonce complète et se rappeler principe de copywriting de base. Donc, copywriting qui est la discipline d'écriture publicitaire, qui est personne ne lit une pub par plaisir, personne ne lit une annonce par plaisir. Le but, c'est pas de faire plaisir aux gens. Le but, c'est que les personnes intéressées piochent leurs informations, puis postulent. Donc, t'avais ça. T'avais évidemment candidat n'est pas un métier. Le fait de faire attention. Et en vrai, si je réécrivais, j'insisterais encore plus là-dessus, parce qu'on en a parlé entre nous, sur le truc de beaucoup de questions qu'on pose actuellement dans les entretiens classiques, entre guillemets, entretiens au feeling, c'est des questions auxquelles les escrocs peuvent répondre. Quand je dis escrocs, je veux dire les gens qui vont être très préparés aux entretiens et pas forcément bons en poste. Et donc, typiquement, ce qu'on appelle la motivation. Évidemment, quelqu'un qui veut t'escroquer, il va beaucoup se renseigner sur l'entreprise. Évidemment, qu'il va être extraverti, souriant, etc. Donc, il y a ce truc de, en fait, ne pas confondre la performance en entretien et la performance en job. Enfin, voilà. En vrai, il y a plein d'idées reçues. Ouais. Et ce qui est intéressant d'ailleurs sur cette histoire de motivation, tu vois, on parlait des hiring managers et de ce public qu'on a en formation. C'est une question qui revient systématiquement quand on leur parle à eux en formation. Ils me disent, Aurélien, aide-moi à faire la différence entre quelqu'un qui est bien préparé et quelqu'un qui est compétent. Et ils ont vraiment ce truc de cette crainte de se faire arnaquer. Et après, ils ont pas les bonnes techniques, tu vois. C'est un peu ils déclarent la guerre nucléaire là où en fait ils devraient pas, quoi. Ils commencent se à mettent vouloir à penser que tout le monde ment, Ouais, que voilà, ils deviennent parano. Mais et au final, comprendre que en fait, ils se concentraient sur les mauvaises choses. Ils regardaient les mauvais éléments. Ça les aide énormément et ça donne du crédit au métier. Ce que tu disais, cette histoire de légitimité, ils se disent en fait, c'est parce que je pensais que c'était ça le recrutement. Et en fait, c'est autre chose. Donc ouais, c'est un point qui est intéressant. Ok, donc ouais, les idées reçues, c'est vraiment pour toi, ouais, aller à l'encontre de choses qui peuvent être présentées comme évidentes aujourd'hui, mais qui en fait le sont pas du tout. L'idée, c'est de se dire que quand tu fais un livre pour des adultes, quand tu fais une formation pour des adultes, tu vas plus passer de temps à désapprendre qu'apprendre. Parce qu'en fait, apprendre, c'est pas le sujet. Ce que tu fais quand tu pratiques un métier pendant longtemps sans avoir eu de formation, c'est que tu acquiers des mauvais réflexes. Un peu comme si je conduisais sans avoir passé le permis. Forcément, j'ai des réflexes de vieux conducteurs. Donc, c'est plutôt ça qu'on essaie de faire, désapprendre des trucs. Ouais, ça marche. Et ce qui est intéressant, c'est que tu disais, tu as écrit le livre en 2 semaines pour avoir été, j'allais dire, dans le backstage. Quand tu finis au bout de ces 2 semaines, ce que tu sors, c'est évidemment pas la version qui sort dans les librairies aujourd'hui. C'est un manuscrit qui fait 500 pages. Aujourd'hui, il en reste un tout petit peu plus de 300 de mémoire, en gros 300 pages. Qu'est-ce qui a disparu du livre? Qu'est-ce qui a pas fait le cut, tu vois, comme on dit aux Anglais, en Angleterre? Alors plein de choses. Déjà, faut savoir que j'ai dans mon logiciel d'écriture, donc j'écris, c'est une application vraiment dédiée à l'écriture, et j'ai écrit par chapitre. Et pour faire le cut, justement, comme c'est très dur émotionnellement d'enlever des choses, je fais toujours, mon livre précédent, j'avais fait ça aussi, un chapitre, les passages supprimés. Donc là, j'ai devant les yeux mon chapitre, les passages supprimés, où je mets, donc je ne supprime pas, je coupe et je colle, tu vois. Ils sont rangés quelque part. On va les récupérer. Ok, ouais. Et les 99% du temps, je les récupère pas parce que ça a bien fait le cut. Donc quand je regarde ce document, en vrai, j'ai enlevé tout ce qui était vraiment redéfinir les recruteurs.
les types de recruteurs qu'il y avait en cabinet, machin, les salaires, je me suis dit que c'était un peu éphémère. Il y avait ta partie sur, tu sais, structurer une équipe que j'adore. Ouais. Mais je me dis un peu trop loin pour le livre, ça mériterait un livre pour Respo Recrutement sur, ok, comment tu choisis si je me prends des recruteurs et des recruteuses qui sont full stack de A à Z, ou est-ce que je prends des sourceurs, des sourceuses d'un côté, puis des recruteurs, voilà, cette réflexion qui était grave cool, mais je me disais, on pouvait la mettre dans un second temps. J'ai enlevé tout ce qui était aussi la partie négociation, enfin, j'ai pas enlevé, je l'ai très Tu très l'as raccourci. allégé, ouais. Ouais, en me disant, en vrai de vrai, faire des recruteurs et des recruteuses des pros de la négociation, je sais pas, c'est vraiment un vrai objectif. Est-ce que on n'aurait pas plutôt dire que la négociation devrait être plutôt abolie, surtout sachant par exemple que les femmes négocient moins leur salaire que les hommes et du coup sont moins bien payées? Bah, c'est pas très juste en fait. Nous, on est plutôt là pour s'assurer que le candidat, la candidate, ait plutôt la rémunération la plus juste plutôt que la mieux négociée. Donc voilà, je dirais que c'est principalement ça. Je suis en train de faire le tour de mon doc en même temps. J'avais mis aussi notre manifeste du recrutement, pareil. Je me suis dit c'est un peu too much. De toute façon, les gens pourront le retrouver sur notre site. Ouais, grosso modo, c'est ça les choses que j'ai enlevées. Et ah oui, je suis en train de regarder. J'ai enlevé aussi pas mal de choses dans le sourcing. J'étais allé très très loin dans les opérateurs Google, etc. En vrai, je me suis dit vaut mieux faire un truc plus simple. Et j'ai eu raison, puisque l'éditrice, quand elle a eu la version plus simple, elle m'a déjà dit « Oh, c'est trop compliqué !» Et donc, j'ai réécrit pour refaire plus clair, et notamment mettre des schémas. Donc voilà, c'est pas évident d'écrire... C'est très dur d'écrire sur le sourcing, parce qu'à la fois, en plus, c'est éphémère. Tu vois, il y a des choses que j'ai écrites qui sont déjà obsolètes, puisque LinkedIn a changé sa manière d'aller scraper... De référencer les profils publics, ouais, oui, c'est ça le principal changement. Il y a des trucs dans le livre que je dis qui sont, tu vois, je partage un Google CSE, c'est-à-dire un truc configuré pour aller dans LinkedIn, qui en vrai marche plus très bien. Je suis dégoûté, il a expiré genre peut-être un mois avant que que le livre sorte, donc impossible de le changer. Donc voilà grosso modo les trucs qui ont pas fait le cut. Et alors tu vois, c'est intéressant. Je repensais à certains des éléments que tu as coupés sur le sourcing. C'est sûr, je pense que c'est un des trucs les plus frustrants parce que tu peux donner des requêtes, des machins, des trucs. C'est éphémère. Les plateformes vont évoluer. Tu peux jamais être à jour à 100% en sourcing quand tu écris un livre. Faut une plateforme qui soit mouvante dans le temps que tu peux faire évoluer. Et je reviens sur ce que tu disais sur la négociation, où tu disais au final, est-ce que c'était une bonne chose de donner plus de pouvoir aux recruteurs dans une négociation dans laquelle la dynamique de pouvoir est déjà très en faveur des employeurs en règle générale? Et ce qui est intéressant, c'est que même le cadre légal est en train d'évoluer aussi pour rééquilibrer ce rapport de force. La loi qui a été votée à la Commission européenne l'année dernière va demander aux employeurs de communiquer une fourchette de salaire aux candidats avant la première rencontre. Donc c'est pas une loi qui va obliger à mettre le salaire dans les annonces, mais il faudrait s'imaginer qu'avant la première précale, le candidat aurait dû être informé d'une fourchette de salaire. Donc on va sortir de ce mécanisme où on doit déjà demander aux gens de révéler leurs limites, où on dit aux gens qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi vos ça m'énerve tellement que j'ai déjà oublié le mot. C'est quoi vos attentes? Je sais plus. Vos prétentions salariales. Vos prétentions salariales, voilà, c'est une phrase extraordinaire. Donc ouais, ça aura plus de sens de demander aux gens c'est quoi leurs prétentions ou même ce qu'ils gagnaient par le passé. On va être obligé de se fixer au final une zone dans laquelle la négociation peut avoir lieu, quoi. Et ça donne plus de pouvoir aux candidats puisque les employeurs seront en partie obligés de révéler leurs limites. Alors qu'il y a un concept que vous pourrez apprendre dans le livre sur la. Je précise le mot limite qui est un jargon en négociation, c'est-à-dire le montant en dessous au-dessus duquel tu ne vas pas. Et effectivement, en négociation, le premier truc que tu apprends, c'est ne jamais révéler ta limite. Parce que si tu donnes ta limite, la négo est finie. Imaginons, toi, tu vas me vendre un ordi à 600 €. Moi, je peux l'acheter maximum à 500 €. On se rencontre. Je te dis direct, moi, je le veux à 500 €. Une fois que tu as cette information-là, il y a que deux scénarios. Soit on ne conclut pas la négociation parce que ça va descendre en dessous de 500 €. Soit on arrive à 500 €, mais on n'arrivera pas plus haut que ça parce que j'ai donné ma limite. Donc en vrai, en donnant ta limite, tu annules la négociation. Il n'y a plus de négo possible. On va te scotcher direct à la limite. Et du coup, en demandant au candidat
quelles sont nos prétentions salariales, ce qu'on fait, c'est qu'en vrai, on les pousse à la faute. On les pousse à donner leur budget, on les pousse à donner la limite. La plupart des candidats ne sont pas formés à la négociation et donc ils donnent juste leur limite. Là où des commerciaux répondent jamais à cette question. Si tu poses des questions à un commercial, il zigzague, il dit mais non, pas maintenant, on en reparlera. Il arrive à pas te répondre et quand même te faire sentir bien, pas frustré parce que t'as pas répondu. Donc, et d'ailleurs, l'État de New York, je cite de mémoire, il faudra aller vérifier. Tu l'as cité dans le livre, ouais. En 2017, a interdit le fait même de poser la question aux gens de quel était leur salaire précédent. Ouais. Mais ce qui fait partie de la loi de la Commission européenne aussi. Le fait de questionner sur le salaire passé sera là officiellement interdit et l'obligation complémentaire sera de communiquer une fourchette de salaire aux candidats. Donc que ça soit avant le premier échange entre le recruteur et le candidat. Donc ça peut se faire par mail, mais ça se fera, je l'espère, principalement par le biais des offres d'emploi. Mais voilà, donc c'est passé en Commission européenne l'année dernière. Ça veut dire que ça doit normalement entrer dans la loi française dans les 3 ans. Donc il reste encore 2 ans au législateur pour faire rentrer ces dispositions dans la loi française. Donc ça va venir. Pour l'instant, on ne sait pas sous quelle forme exacte ce sera présenté dans la loi française, puisque on peut partir du texte et l'adapter au contexte français, voire aller plus loin que les dispositions de l'Union européenne. Donc on va voir comment ça va se déployer. Il y a des job boards qui commencent à le mettre en obligatoire. Obligatoirement. Ouais, clairement. Ok, très intéressant. À l'inverse, t'as parlé de ce que t'as coupé, et ce que t'as coupé, j'allais dire pas joyeusement, mais en tout cas où tu t'es dit ok, ça je peux le laisser en arrière. Est-ce que il y a des choses que tu regrettes de pas avoir mis dans le livre, où tu te dis, je pense que on a eu cette discussion de quand tu arrives à la fin du processus de publication, tu te retrouves toujours à freiner, à dire ah non, attendez, il faut encore que je change ça, ou il y a encore ce truc là, ou ça pourrait être mieux. C'est quoi toi ce petit truc, cette résistance justement dont on parlait, que t'as aujourd'hui? Tu te dis ah, si c'était à refaire, je mettrais ça dans le livre. Il y a eu 2 trucs. Il y a eu premièrement, effectivement, je fais le premier jet. Le livre t'as l'air incroyable. Puis tu le relis, ça va. Et puis quand on te dit on va le publier, tu dis ah bah non, il manque telle virgule, tel espace. Donc littéralement, avec Chloé, donc l'éditrice, la discussion qu'on a eue avant de valider, c'est que des virgules et des espaces, hein, vraiment des espaces, du gras, etc. En termes de contenu, j'étais assez, j'avais rien qui me manquait, bah sinon je l'aurais mis moi-même. Mais c'est en discutant, ce que tu disais avec Michael et Rassam dans leur podcast Le Sous-Sol, où Michael m'a posé la question des KPI, des chiffres clés. Et effectivement, alors il y a une petite page quand même à la fin qui parle des KPI, mais en vrai, ouais, j'aurais aimé mettre plus. Mais là, pour le coup, c'est pas mon oubli, c'est juste de moi qui, dans ma quête, dans mon épopée, je disais que j'ai mis une épopée pour apprendre les choses en recrutement. J'ai encore une lacune, moi, sur les KPI. Parce que quand j'étais recruteur, j'avais pas de personne, j'étais ni employé. Tu n'avais pas de manager, ouais. Donc, à mon compte. Donc, c'était moins important. Donc, c'est une expérience que j'ai moins. Et ça fait des années, à chaque fois, je dis, faudrait que je m'y mette, faudrait que j'y mette. J'ai pas trouvé de bons livres là-dessus. Mais ouais, à refaire, si j'ai cette connaissance, j'aimerais bien mettre un peu plus sur les KPI. Et c'est marrant parce que tu vois, je disais qu'on avait fait le plan en 2019, et quand tu m'as remonté ce point, tu m'as dit Michael il m'a parlé des KPI, c'est vrai que c'est un truc qui aurait été sympa. Je me suis souvenu qu'on avait eu l'idée de le faire, mais comme les idées reçues, d'avoir eu des petits blocs dans le livre où on disait du coup là on vous parle des annonces, voilà le KPI qui est intéressant sur les annonces, etc. Donc c'est vrai que c'est des choses qui se sont perdues avec la conception, et tu le disais toi-même, c'était ton point de produire le livre sur lequel tu étais pas certain, mais en tout cas bien convaincu de ce que tu écrivais. Si tu te sentais pas de le mettre, c'était sûr que ça valait pas le coup justement de l'improviser. Et comme c'était pas le titre du livre, concrètement, tu t'es pas lancé. Il y a eu un truc très con, c'est que en vrai de vrai, je n'ai pas mis les encarts parce que je ne savais pas s'il était possible dans un livre de mettre des encarts. À ce moment-là, j'écris sur mon logiciel d'écriture, je sais pas s'il y aura un éditeur ou pas, etc. Je sais pas ce qui est facile ou pas à mettre pour un éditeur. Et du coup, j'enlève ça et je l'oublie. C'est que tu me l'as rappelé la dernière fois, mais je l'oublie. Et quand l'éditrice me dit on peut mettre des encarts, donc je lui mets idée reçue et on fait l'encart, et je reviens pas sur cette idée de KPI, mais j'avoue ça aurait été pas mal. Là pour le coup j'aurais eu la connaissance de juste mettre à chaque chapitre annonce, un petit KPI, un petit truc, autant j'ai pas de quoi faire un chapitre entier là-dessus, autant j'avais la matière pour mettre ça. Ça marche. Et je te disais, tu disais c'était un des points sur lesquels tu te sentais moins solide. Justement, quelque chose qui était important dans la conception du livre et dans
dans son déroulé de manière globale, c'est d'avoir énormément de passages qui sont sourcés. Dans les dernières semaines, tu as posté une photo de toi avec les 21 livres qui ont été des inspirations pour ce livre-là. Est-ce que tu peux nous parler justement des sources du livre? Yes. D'où Alors, c'est viennent les recommandations que tu fais? C'est quoi les épaules sur lesquelles se tiennent ce livre au final? C'est les 21 livres que j'ai explicitement cités, hein, parce que les livres qui m'ont influencé, il y en a plus que 21, il y en a une centaine en vrai de vrai. Notamment des livres dev perso qui m'ont inspiré pour la partie dev perso en tant que tel, même si je les ai pas cités en tant que tel, tu sens l'influence. Notamment The Subtle Art of Not Giving a Fuck, l'art subtil de s'en foutre, qui ne raconte pas du tout ce que dit son titre. En fait, c'est juste le bouddhisme qui a été repackagé par un américain et c'est grave cool. Donc non, les sources, en fait, c'est pas compliqué puisque sur l'entretien, t'as juste des études scientifiques. En fait, pour le coup, la partie entretien, c'est la plus simple, entre guillemets. C'est celle où il y a le plus, il y a plus de 120 ans d'études. Enfin, tu retrouves assez facilement. T'as même c'est des ce livres, domaine de psychologie du travail dont tu disais qu'est la seule vraie formation historique qu'on a sur le recrutement, où il y a une pratique académique du sujet. Si tu trouves le mot-clé, tu trouves la connaissance. Là où moi, pendant 5 ans, je connaissais même pas le mot-clé entretien structuré. Mais une fois que tu l'as, en vrai, tu peux aller trouver. Avec le défaut que c'est des livres souvent très académiques, très denses. À part le livre de Nicolas Roulin et ses 2 co-auteurs, dont j'ai oublié le prénom et le nom, qui s'appelle Réussir l'entretien d'embauche comportementale, qui parle justement en 120 pages, en un exploit, d'entretien structuré. C'est très très clair et très complet malgré les 120 pages. Et sinon, pour les annonces, c'est plutôt des livres de copywriting du type On Advertising de Dave de Gilvy, The Copywriter Handbook, enfin bref, plein de bouquins de copywriting et mon expérience, parce qu'en fait, en lançant ma newsletter, j'ai aussi développé mon business où je vends des formations par email et donc j'ai appris. En fait, le meilleur moyen d'apprendre le copywriting, c'est d'avoir un truc à vendre en fait. Aussi, Donc, et quand je dis vendre au sens large, tu peux aussi écrire sur LinkedIn. Ce que tu vends, c'est des likes. Enfin, tu cherches à récolter des likes. Sur la partie sourcing, je trouve que c'est l'endroit où il y a le moins de littérature pour le coup. Tu vois, il y a The Sourcing Method, qui est un livre perdu que j'ai retrouvé au Sozu dans une conférence, mais qui est même pas disponible sur les plateformes genre Amazon. Il est en PDF sur le site du mec, bref. Et t'as des praticiens, comme tu disais, hein. Alors je vais pas les citer parce que j'en oubliais plein, mais t'as plein de gens, notamment français, qui font du travail exceptionnel là-dessus, que j'ai dont je me suis inspiré et dont lesquels je faisais partie à une époque. Au début, j'avais mon blog qui s'appelait Les Sourceurs, où pareil, j'essaie de contribuer à ma sauce à ce champ. Mais ouais, je trouve que c'est le secteur avec le moins où je suis le moins scientifique. Ouais, mais aussi parce que c'est une pratique potentiellement qui est aussi celle qui est la moins formalisée en termes de méthodologie. C'est un autant, tu vois, sur les annonces, on a une pratique parallèle. Le marketing, les pages de vente, c'est des choses qui sont documentées. Autant le sourcing, même si on prend son cousin commercial, la prospection, là non plus, il n'y a pas nécessairement de grandes, en tout cas, à ma connaissance et à notre connaissance, il n'y a pas de grands modèles établis de comment faire de la prospection. Il y a justement des écoles concurrentes. T'as des gens qui vont dire ça vaut le coup de redescendre des organigrammes, faire de la prospection téléphonique. Il y a des gens qui vont dire non, ça vaut le coup d'aller identifier, d'automatiser, de faire le machin. Comme dans le sourcing aujourd'hui, où t'as des gens qui sont entre guillemets old school, qui vont dire non, moi je connais mon réseau, j'essaye de faire un mapping, et d'autres qui vont dire moi j'adore bosser avec des bases de données, j'adore travailler comme ça. Il y a encore au final une histoire du sourcing qui est en train de s'écrire pour, je pense, peut-être arriver à formaliser quelque chose de plus complet. Ouais. Même si en vrai, il y a des livres pas mal, hein. J'ai oublié le nom du livre que tu m'as recommandé, là, que j'ai pas encore lu, tu sais, le livre bleu. Super Source Me, de Kasia Tang, que je trouvais bien construit. Mais encore une fois, c'est un livre qui est sorti cette année. C'est des choses, des livres, on a encore des livres sur le sourcing qui sortent et qui essayent de formaliser une forme de méthodologie, de pratique du métier. Pour pouvoir aider à la transmettre. Et c'est aussi, je pense, parce que c'est une des parties les plus prises de haut. Il y a plein de gens qui vont te dire c'est pas possible d'aimer le sourcing. Je leur dis mais si, mais moi c'est largement ce que je préférais. Il y a des gens qui vont, tu vois, il y a un peu ce truc de sourcing, c'est pour les stagiaires. C'est pour ça que j'aime beaucoup le slogan que j'entends beaucoup au SOSU, donc la conférence internationale du sourcing, où ils disent un sourceur ou une sourceuse, c'est pas un recruteur junior.
Et il y a ce truc qui est très important c'est une vraie expertise. Je trouve que de la même manière que le recrutement au sein des ressources humaines souffre un petit peu d'un problème de condescendance subi, il y a un peu la même chose, le sourcing au sein du recrutement souffre parfois de condescendance, alors qu'en fait, c'est une des parties les plus cruciales, parce que si tu sources mal, bah, après, ce que t'as en entretien, bah, tu peux ne faire qu'avec de la mauvaise matière, entre guillemets. Ouais, ce qu'on dit toujours, on mange que ce qu'on a dans son frigo, quoi. Donc, Exactement. si t'es pas fourni avec les bons ingrédients, bah, tu Il y a peux un autre pas proverbe que aller, j'aime bien qui disent beaucoup au SOSU, c'est un bon sourceur peut rendre bon un intervieweur moyen en lui donnant que des bons Mais candidats. l'inverse, Mais ouais. l'inverse, c'est pas vrai. L'inverse, c'est pas vrai. On Ouais, c'est t'envoie que clair. des mauvais candidats, bah, tu ne peux rien y faire. Mmh, c'est sûr. Euh, c'est intéressant, tu vois, on avait cette discussion là quand j'ai pu prendre enfin le livre en main et vraiment le lire en entier. Et tu l'as dit, je crois aussi avec Michael et Rassam, on aurait pu écrire un livre. Je dis on, tu aurais pu écrire un livre sur chacun des grands Oui, chapitres du oui. livre. Chaque chapitre aurait pu être un livre indépendant, ouais, Ouais, clairement. chaque chapitre aurait pu être un livre indépendant. Justement, t'as dû accepter de pas écrire sur tout. Euh, pour aider les gens à se positionner, à se dire est-ce que j'ai envie d'acheter le livre ou pas, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que les gens vont pas trouver dans ce livre. Ah, Tu ok. vois, qu'est-ce qui c'est aussi s'aider à se définir parce qu'on ne dit pas. C'est Hmm. ok. T'as été obligé de faire des choix. Tu peux pas parler de tout. On aurait pu faire un livre sur le sourcing, un livre sur les annonces, un livre sur l'entretien. Donc, comme t'as pas pu parler de tout, qu'est-ce que les gens trouveront pas dans ce livre? Bah déjà, il faut imaginer un livre qui, chaque chapitre a en moyenne une trentaine, quarantaine de pages. Donc chaque sujet prend une trentaine, quarantaine de pages. Tout à l'heure, je te disais que c'était un exploit que Nicolas Roulin et ses co-auteurs aient réussi à Hmm. faire l'entretien structuré en 120 pages. Ah, moi, en vrai, c'est en 40 pages. Donc forcément, tu t'es limité dans dans ce que tu as. Donc, de manière générale, le livre, c'est vraiment, ok, poser les bases, désapprendre les faux réflexes que tu as forcément. C'est ça que je pense qu'il peut parler autant aux personnes qui débutent qu'aux personnes expérimentées. Ça va permettre d'enlever, de réassainir les bases. Hmm. Donc, tu vois, on apprend, si on compare à un art martial, on apprend vraiment les coups classiques. Vas-y, un bon direct du droit, un bon coup de pied. On ne fait pas de coup de pied sauter retourner et tout ce qui est plus impressionnant et plus technique. Vraiment, ce truc de revoir vraiment, faire correctement les bases. Mais en général, c'est souvent ce qui cloche, hein, quand je parle avec des gens qui nous payent pour les formations. Bah, déjà, rien que leur dire, ah, mais tu vois, ta base là-dessus, en fait, bah, il manque tel truc, tel truc, tel truc. Donc déjà, ouais, il faut avoir ça à l'esprit. Il faut se dire qu'il n'y a pas de contenu responsable recrutement. Hmm. Donc, il n'y a pas de contenu vraiment, tu vois, structurer une équipe, je l'ai enlevé, manager une équipe, je l'ai pas. Tu Ouais, les trouveras pas, KPI, on n'en parle pas non et plus. Pierre, on Ouais, n'en ce que parle tu pas disais, beaucoup. ouais. Hmm. Il n'y a pas de partie sur aussi comment s'organiser. C'est un autre point que Michael m'avait remonté, je suis d'accord avec lui. Sur la Si jamais je devais... productivité, tu veux dire? Genre Ouais, comment être ouais. plus productif en tant que Ouais. recruteur? Si je devais refaire, là, pour le coup, je sais pas si je la mettrais. Je suis toujours en hésitation. Hein, Hmm. une partie de moi me dit, ah, c'est quand même pas mal. Une partie de moi me dit, en vrai, ça fait déjà beaucoup sur 320 pages. Viens, on fait pour une autre session. Donc, ouais, je suis en hésitation là-dessus. Et après, il y a la non-discrimination. J'ai pas de chapitre associé directement. Mhm. J'en ai fait un propos plus transversal dans tout le long. Donc, tu n'auras pas un chapitre dédié à comment limiter la discrimination, mais tu auras à chaque fois sur notamment l'entretien, comment je fais des pratiques qui ne discriminent pas. Donc voilà, je dirais sur ce que tu n'as pas dans le livre, et puis ce qu'on s'est dit, sur le sourcing, tu n'auras pas un truc hyper technique, hyper poussé, c'est vraiment les bases. En fait, ce livre te permet d'aller après chercher toi-même le reste de l'info. Je l'ai pensé comme un, tu vois, comme un starter, comme un truc de démarrage. Viens, on réassainit les bases, on enlève les trucs qui sont pas bons dans tes mouvements, et après, bah, si tu veux aller plus loin, tu vas dans les sources. Ouais. Typiquement, oui, de se dire si je veux aller plus loin sur les entretiens structurés, bah, d'aller regarder, réussir l'entretien d'embauche comportementale ou l'entrevue structurée, qui sont des ouvrages qui sont largement plus complets que ce Yes. qu'on trouvera dans le livre ici. Mais ouais, un des objectifs aussi, je pense, en tout cas moi, ce que je perçois aussi, c'est aussi de rendre ces ouvrages-là plus accessibles. Tu peux pas juste ouvrir l'entrevue structurée en arrivant de rien et comprendre ce qu'il y a écrit C'est dur, dedans, en tu tout cas. vois. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais c'est dur. Ouais. Bah, j'allais dire, j'ai dû faire pareil que toi. Et encore, avec toi, ton retour d'expérience de tu l'avais fait, tu l'avais lu. Et je pense que c'est intéressant. Je me souviens plus du nombre de fois où on s'est dit, ah tiens, j'ai relu
l'entrevue structurée et j'ai encore appris des trucs. Oui, c'est Parce ouf. que à chaque fois qu'on lit le livre, on se rend compte qu'il y a encore un niveau plus profond de Déjà, les contenu. annexes. Ouais, voilà. Moi, je lis jamais les annexes d'un livre. Et puis un jour, j'ai lu, je fais, oh, il y a des dingueries dans les annexes. Il y a vraiment des trucs sur comment recadrer la discussion, comment Ouais. maintenir la complétude de l'entretien sans porter atteinte à l'estime de soi des candidats. Il y a des exemples. Bref, les annexes sont incroyables, ce livre. Ce livre est vraiment bien, mais dur. Ouais, mais il est difficile à prendre en main, en fait. Et c'est parfois aussi, de la même manière, tu vois, je pense qu'il y a pas mal de sources, typiquement sur le copywriting, qui sont des ouvrages qui viennent d'autres disciplines. Et ça peut être compliqué pour quelqu'un qui travaille dans le recrutement de faire le pont entre les deux disciplines. Et je pense que ce que cet ouvrage peut aider à faire aussi, c'est introduire des gens à des concepts pour qu'ensuite ils aillent s'enseigner dans les disciplines sources. Et en même temps, avec un premier lien de, OK, je comprends pourquoi ça a de l'intérêt dans le recrutement et en quoi ça peut faire, il peut y avoir un lien entre les deux. Là où, toi ou moi, quand on doit concevoir des formations et qu'on a dû travailler sur ces sujets-là, il a fallu qu'on construise le pont. Il a fallu qu'on trouve le mot-clé déjà. Ouais, Juste ouais, trouver le ouais. mot-clé copywriting, ça a été très long. Oui, Là, c'est tu toi vois, qui l'avais trouvé là pour les cours. Mais ouais. Ou de la même manière, tu le mentionnais sur la partie expérience candidat, de parler de levier de justice, c'est pareil, ça nous a ouvert un monde complètement nouveau par rapport à ce qu'on avait comme vision aujourd'hui sur le sujet, c'est clair. Tu l'as déjà évoqué un petit peu, mais justement, tu dis ce livre, il est autant recommandé pour des débutants dans le recrutement que des profils expérimentés. Qui devrait acheter ce livre? Ou plutôt, qui devrait pas acheter ce livre? Qui devrait pas, je pense que si le recrutement n'est pas ton métier, c'est quand même le cas de la plupart des gens qui recrutent. On oublie que la plupart des gens qui recrutent ne sont pas des recruteurs de recruteurs, c'est des managers Ouais. qui recrutent, des hiring managers. Typiquement, au sein de l'école de recrutement, quand nous on recrute, c'est pas un recruteur de métier qui le fait. Et Donc d'ailleurs, quand on a besoin, on appelle des recruteurs. voilà, typiquement, oui, on appelle un recruteur externe. Mm. Et donc t'as ce truc de si tu n'es pas si tu es un manager, ça va être un peu beaucoup, je pense. Tu vois, la partie sourcing, la partie de réflexion, il y a plein de parties. Je pense que c'est un manager, tu pourrais très bien profiter de la partie entretien, la partie annonce et la partie message d'approche et ne lire que, tu vois, ces 3 chapitres-là. Donc en vrai, le chapitre Donc 5, ouais, 6, 7, 3 éléments. captiver, Captiver, convaincre et convaincre et choisir. choisir. Ouais. Ouais, en gros, ces trois chapitres-là. En vrai, tu vois, Mm. tu devrais les picorer. Et en plus, tout au long du livre, tu verrais que on parle du manager, alors que toi, t'as pas un manager, t'es le manager. Donc, je pense là-dessus. Pour les responsables recrutement, c'est une lecture quand même que je pense je recommanderais, mais pour tes équipes. Tu vois, lire un livre et voir si tu pourrais le recommander à tes équipes. Si le livre te plaît, tu pourras en faire un cadeau. Toi, j'ai une responsable recrutement là qui m'a écrit hier pour me dire j'aimerais offrir 8 exemplaires à mes équipes, comment faire, et voilà. Donc il y a ce truc ça peut aussi créer un truc, un petit soin, prendre soin de tes équipes comme ça. Et voilà, je dirais. Et je pense pas que que si t'es vraiment très expérimenté, tu puisses rien trouver dans le livre. Je demande qu'à être démenti. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'on me dira en vrai, c'est trop léger pour des gens expérimentés. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver pour chaque personne dont le recrutement et le métier un petit truc. Et évidemment, il est particulièrement adapté aux gens qui sont actuellement des étudiants et étudiantes en RH et qui voudraient faire du recrutement. D'accord, ouais. Et alors, tu vois, justement, en parlant de cette histoire de formation, c'est une question qu'on m'a posée à moi par rapport au livre. C'est est-ce que en lisant le livre, on peut se passer d'une formation au recrutement? Tu vois, genre, c'est enfin la solution parfaite à tous nos problèmes. Tu vois, et juste on achète le livre de Nicolas et LEDR va faire faillite. Tu vois, parce que les gens achèteront juste le livre et puis c'est pas grave d'aller acheter des formations à LEDR après, tu vois. Il y a un truc que j'enseigne à tous les gens qui nous rejoignent pour être formateurs, donc toi et Tania en l'occurrence, c'est la théorie que j'appelle la théorie du buffet, alors qu'il n'y a pas de moi, c'est un pote à moi qui est blogueur qui a cette théorie, et il dit en fait, notre métier, c'est tu peux fournir un buffet à volonté, gratuit, une bonne table avec plein de trucs dessus. Mais les gens auront toujours du mal à savoir par quoi commencer, c'est quoi le menu, comment structurer. Donc en fait, ce que t'apporte une formation, c'est jamais du contenu,
Ce qu'elle t'apporte, c'est pouvoir changer un comportement de la manière qu'en vrai, les gens qui font appel à des coachs sportifs chez eux pour leur faire des abdos, en vrai, t'as pas besoin du coach sportif pour faire ça. Donc, la formation, c'est ça qu'elle va t'apporter. Elle va t'apporter le fait de te poser, le fait d'avoir un comment et le fait d'avoir l'interaction individuelle. Dans le livre, tu te débrouilles, t'as une question, tu peux pas me la poser, je vais pas te répondre. Donc, il y a ce truc du livre qui est très bien pour les gens qui apprennent comme ça. Moi, j'apprends majoritairement comme ça. Mais tu vois, prenons l'entrevue structurée. Bah, ça fait des années qu'on donne l'information. Pour autant, il y a des livres qui sont disponibles, donc les gens pourraient très bien lire le livre. Donc, je pense qu'en fait, Et de la même manière pour nous-mêmes, on avait lu le livre, oui, il a fallu qu'on expérimente beaucoup pour arriver à faire correctement. On aurait peut-être pu être accompagné dans la mise en clairement. place. En ayant lu le livre, ça nous aurait aidé à aller peut-être plus vite, mais reste que pour le faire, bah, un accompagnement, ça aurait été intéressant. En fait, c'est la même question que se dire, bon, attends, l'album d'Orelsan, je peux l'avoir pour 15 euros ou même moins, inclus dans mon abonnement Spotify. Pourquoi j'irais payer 120 euros pour aller à Bercy, à un concert? En fait, tu vas au concert, alors qu'en plus, l'expérience, elle est moins bien, puisque il va chanter moins bien, il va pas chanter il va chanter des chansons que bah, moi, j'ai vécu ce concert. Il y a plein de chansons que j'aimais pas, que j'avais pas envie d'écouter, bah, qu'il a chanté. Tu veux pas choisir, etc. Mais et en plus, tu vas te bloquer à un jour précis, faire la queue, ce que tu payes, c'est l'expérience, c'est la transformation. C'est vraiment, donc c'est pareil pour une formation. Ce que tu payes, c'est je suis là, tu vis une expérience, une énergie humaine et je t'amène d'un point A à un point B et je t'accompagne aussi de manière plus individualisée. Ouais. Après, l'intérêt aussi du livre, c'est que c'est quelque chose qui reste. Tu peux le reprendre, tu peux le rouvrir, tu peux le re-regarder. Là où si tu viens passer une journée en formation avec nous ou tu fais un programme, bah tu n'y as pas accès éternellement, quoi. Et du coup, Après, les c'est gens posent cette question aussi parce que un livre coûte ah oui. entre 10 et 30 euros. Ça tenait qu'à moi, on aurait mis le livre à 500 euros. Hein. Mais c'est juste que bah, c'est pas... personne n'accepte qu'un livre soit à 500 euros. Donc il y a ce truc de bah oui, c'est moins cher parce que aussi c'est un format sur lequel il y a des habitudes. Et d'ailleurs des règles très strictes. Le prix unique du livre, je veux pas. J'aurais aimé moi faire un système de promo, tu vois, avec le livre il est peut-être cher et puis de temps en temps il baisse de prix. En vrai, t'as pas le droit de faire ça. Ah bah écoutez, si vous voulez faire un virement de 500 euros à Nicolas Galita, on met son IBAN dans les notes du podcast aussi. Alors non, pas Nicolas Galita, parce que je rappelle hein, qu'un auteur ne touche que 8% d'un livre. Moi, je touche 2,21 € par exemplaire, et non pas 29 euros. Du coup, si vous voulez faire un virement à Nicolas Galita sans aucun rapport avec le livre, hein, juste pour lui envoyer de l'argent. Ça marche. Écoute, on a déjà passé presque 3 quarts d'heure ensemble. J'ai une dernière question pour toi sur le livre. Tu l'as dit, ça fait depuis 2016 que l'idée de ce livre existe. Ça a été tout un processus de création, de publication. On a trouvé un éditeur, alors que pendant très longtemps, on s'était jamais dit qu'on aurait un éditeur pour ce livre. C'est quoi le souvenir que tu gardes du processus de création et de publication de ton 3e livre, en fait, Ouais. au final? Bah, c'est très variable. Le premier jet, c'est incroyable. Réussir, bah, tout ce qu'il y a avant, ne pas réussir, pédaler dans la smoule, c'est horrible. Le moment où tu te places, tu fais le mois où j'écris le livre, c'est un scénario de manga. Je suis là, une semaine, j'écris pas, 2 semaines, j'écris pas, je suis à la moitié, je me dis ça panique, mon honneur est en jeu, je trouve les ressources en moi et ouais, tu vois, il y a un truc très shonen, très neketsu manga. Et après, la partie la plus dure, c'est la relecture. Relecture, réécrire, enlever du truc, savoir, parce qu'au début j'avais pas d'éditeur, donc savoir quoi enlever, quoi, enfin c'est trop dur en fait d'avoir du recul sur soi. Et c'est là où c'était vraiment incroyable d'avoir le travail d'un éditeur, donc Erol, et pour le coup Chloé très particulièrement chez Erol, ce truc de, ok, elle a un regard, elle est capable de faire beaucoup de remarques, tu vois, sur un seul chapitre, elle peut faire 1000 remarques, ce qui est pas le cas quand tu as un collègue à toi, il va faire 20 remarques, elle a plein de remarques. Ouais, je sais, ouais. Je me rappelle quand tu m'as fait 20 remarques, mais du coup, ce qui est normal, parce qu'en fait, t'as pas l'œil d'un éditeur, l'éditeur, elle voit plein de trucs. C'est un métier, donc. C'est Ouais. clairement un métier. Éditeur ne s'improvise pas, sachez-le. Et donc ça, c'était moins agréable quand Chloé était pas là. Et quand Chloé était là, il y a un truc qui était quand même très désagréable, c'est que les commentaires, justement, fallait travailler sur l'interface de Word avec tous les commentaires et tout. Il y avait des milliers de commentaires, hein, j'exagère pas. Hein, il y avait 1267 commentaires juste sur le chapitre sourcing. Et moi, j'ai ce truc de j'ai besoin que tout soit coché. Je peux pas dire
lire en diagonale, voir globalement, je suis d'accord avec tous ces commentaires et puis je réponds qu'à 10%. En vrai, j'avais besoin de répondre à tous les commentaires et donc ça a pris un temps qui était inattendu. Ça devait nous prendre, je crois, 2 semaines, 3 semaines. Ça nous a pris 3-4 mois, en fait, de faire ça. Donc, ouais, c'était de loin le moins agréable. Mais le plus agréable, c'est d'avoir écrit un livre. Tu vois, Ouais. d'être au moment où... Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est cool. Ça marche. T'as évoqué le livre d'après. T'as dit, oh, peut-être on fera un truc pour les respos. On se dit rendez-vous quand, du coup, pour le podcast de sortie du prochain livre? Bah déjà, il faudrait que j'arrête le concept. Là, je suis en train de penser à plusieurs concepts. J'en ai un. Bah, les gens pourront nous dire d'ailleurs ce qu'ils préfèrent. Je réfléchis là à peut-être, tu vois, les 99 problèmes les plus courants dans le recrutement et 99 solutions rapides pour les résoudre. Ou un truc qui ressemble un petit peu, les 99 idées reçues dans le recrutement, les 99 erreurs que les gens font le plus et comment arrêter de les faire. Donc, je trouve ça pas mal comme concept à voir. Ça pourrait être un livre pour les respos recrutement, mais c'est déjà un peu plus niche. C'est beaucoup plus petite, tu vois. Donc voilà. Et après, évidemment, ça me taraude. Je crois que si jamais je devais faire un sujet, le sujet que j'ai le plus envie d'écrire, c'est l'annonce. Parce que je trouve que sur l'annonce, c'est là où on a apporté le plus de choses, nous. Entre guillemets original, rien n'est jamais original, tu recomposes toujours des choses, tu vois. Mais sur entretien, c'est la science. Sur sourcing, il y a plein de gens avec nous qui ont participé. Là où dans annonce, ce travail d'aller voir les copywriters et puis d'avoir moi-même exercé la fonction de copywriter pour moi-même, pour ma newsletter Atelier Galita, bah, ça m'a donné une vision qui est cool. En plus, là, je commence à découvrir qu'il y a des recherches scientifiques. Je savais pas qu'il y avait des recherches. Alors, j'en connaissais une que tu m'avais montré, mais Tania nous en a montré d'autres sur le fait que, bah, la science te montre que, justement, il faut écrire plus long. Ce que j'avais trouvé dans les bouquins de copywriting, mais qui n'était pas sur une base scientifique, c'est sur une base de leur expérience. Empirique, d'expérience, on sait que typiquement un point que t'as pas soulevé aussi, c'est plus le produit à vendre est complexe, plus le texte de vente doit être long. Et l'emploi, c'est un produit extrêmement complexe. Et du coup, on se doit de présenter plus des éléments parce que il y a plein de choses qu'il faut comprendre pour pouvoir se décider à acheter. Plus il est cher, plus la vente de vente est longue. C'est ça que si tu vas sur une voiture, genre Renault Peugeot, il y a des grandes pages de vente. L'iPhone, il y a une grande page de vente. Mais tu prends une sauce tomate, même dans la grande épicerie de Paris, bah, ça fait un petit paragraphe. Il n'y a rien à dire sur sauce tomate. C'est pas assez cher et pas assez complexe. Or, un emploi, c'est très cher, entre guillemets. La personne, c'est une décision hyper importante pour elle. Donc voilà, ouais, j'aimerais bien un livre sur l'annonce, ça me botte bien, tu vois, sur comment écrire une annonce vraiment de A à Z avec un truc qui te prend par la main et où on parle que de ça. Ça marche. Ok. Bah, écoutez, je vous laisse harceler Nicolas pour lui dire quand est-ce que sort ce prochain livre, que ce soit les 99 idées reçues ou le grand livre sur comment écrire ses annonces jusqu'à ce qu'il le fasse. Pour l'instant, on écrit un livre tous les 4-5 ans, donc on est sur cette moyenne-là. Bah voilà, on se retrouve dans 4-5 ans. Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais partager avec tous les gens qui nous écoutent, qu'on n'aurait pas eu le temps d'évoquer ensemble pour la sortie de ce livre? Non, si ce n'est allez le trouver dans les librairies, précommandez-le. Alors je sais qu'à Amazon, il y a des gens que ça dérange de manière éthique, mais sachez que c'est le seul moyen que j'ai moi d'avoir un retour rapide. Quand les achats Amazon, j'ai les statistiques. Là où pour les librairies, il faut attendre beaucoup de temps. Donc et le fait de l'acheter sur Amazon permet aussi de le faire remonter dans les classements et surtout laisser un avis, qu'il soit positif ou négatif. Plus un livre il a d'avis et à partir de 20, 40, enfin à partir de 40, 60 avis, ça commence aussi à le faire décoller dans les recommandations. Donc voilà, n'hésitez pas et puis faites-moi des retours. On aura l'occasion de se croiser probablement. Voilà, je crois que on a bien couvert. J'ai pas de mots si ce n'est que ouais non, il y a un petit sujet que j'aborde pas en vrai et qui est en vrai très important, c'est à quel point il faudrait, tu vois, un guide d'analyse de la qualité de recrutement dans ta boîte, tu vois, à quel point la boîte elle est sous-staffée, à quel point la boîte, en fait, les managers, ceux qui ont le pouvoir, on n'écoute pas le recrutement, à quel point la personne qui est directrice de recrutement, tu vois, il y a une boîte où la DRH, bah, elle mettait des blâmes aux managers qui faisaient la discrimination. C'est pas le cas dans toutes les boîtes. Donc, t'as ce truc, tu vois, de comment, en tant que recruteur, en tant que recruteuse, je peux évaluer si une boîte est bien ou pas. Rappelle-toi de nos élèves, à chaque fin d'année, quand on avait l'année en alternance, leur dernière question, c'est ça. Comment je fais pour savoir si une boîte elle recrute bien, c'est un bon endroit pour moi. C'est une safe place du recrutement.
En Ok, tout cas, ouais. une place qui me correspond à moi, parce Hmm. que tout le Ouais, monde n'aura pas ouais, la même définition de ce qu'est un bon endroit. ça marche. Ok. Ok. Bah, Nicolas, merci beaucoup. Je le Yes. redis, le recrutement ne s'improvise pas dans toutes les bonnes librairies, à la Fnac, sur Amazon, Et les mauvaises où aussi, vous je pense. voulez. Voilà, ouais. Donc oui, achetez-le. Disponible à partir du 18 avril en France, a priori au Canada à partir du mois de mai, Ouais. pour nos amis Fin mai au du Canada. Canada et de partout ailleurs dans le monde. Voilà. Donc, merci beaucoup Nicolas. Et c'est la fin de cet épisode spécial de Radio LEDR. Comme d'habitude, je compte sur vous. Laissez-nous des avis, partagez le podcast autour de vous, parlez du livre autour de vous. Tu l'as dit Nicolas, si vous l'avez lu, laissez-nous un avis sur le livre et dites-nous ce que vous en avez pensé. Et harcelez Aurélien pour qu'il y ait un prochain épisode dans moins d'un an. Salut!